Dès que le dernier invité aux funérailles a franchi le seuil de la maison de notre enfance, le silence pesant fut brutalement brisé par un rire cruel et inattendu. Je m'appelle Bethany. J'ai 38 ans et je suis restée figée au milieu du salon, tandis que ma sœur examinait sa montre de luxe avec une précision impatiente. Elle n'avait pas versé une seule larme pendant toute la cérémonie pour nos parents, balayant la pièce du regard, froide, pour annoncer qu'elle appellerait 1800 Goat Junk le lendemain, car il fallait se débarrasser de tout ce bazar pour pouvoir mettre la maison en vente la semaine suivante. J'ai poussé un cri d'horreur en essayant de lui expliquer que c'était de précieux souvenirs de notre mère et de notre père, mais elle m'a interrompu d'un regard de pur mépris. Elle s'est moquée de moi, me traitant de collectionneuse sentimentale trop faible pour me détacher du passé, tout en prétendant que je nous empêchais de devenir riches. La dispute a dégénéré lorsque j'ai tenté de protéger une pile de vieux albums photos. Elle m'a alors arraché une boîte à chaussures usée des mains et l'a violemment jetée contre le mur. Le couvercle s'ouvrit brusquement, éparpillant les souvenirs personnels de ma mère sur le parquet, tandis qu'elle filait à toute allure dans la cuisine pour passer son coup de fil. Je tombai à genoux pour ramasser les objets éparpillés, les larmes aux yeux. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais un morceau de papier plié qui avait glissé de son emballage. Je dépliai le mot et découvris l'écriture tremblante de mon père. Le message secret que je lus me glaça le sang. Avant de poursuivre ce récit poignant, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo si vous pensez, comme moi, que les souvenirs de famille valent plus que l'argent. Ce matin-là, le rugissement agressif d'un moteur diesel fit trembler les vitres de ma chambre, annonçant le début d'une journée chaotique et déchirante. Je dévalai les escaliers, le cœur battant la chamade, et découvris la lourde porte d'entrée grande ouverte. Une équipe de déménageurs en uniforme, bottes boueuses aux pieds, fit irruption. Au milieu du salon se tenait ma sœur Jenna, aboyant des ordres à un homme grand et mal rasé, au regard froid et calculateur. Elle me le présenta simplement comme son petit ami, Jason, et il ne se retira même pas de me serrer la main avant de me jeter un rouleau de sacs poubelles noirs industriels directement à mes pieds nus. Tous deux dévastèrent la maison de notre enfance comme une catastrophe naturelle, anéantissant 40 ans d'histoire familiale en quelques minutes. J'assistais avec horreur à la scène où Jason balaya la collection de figurines en porcelaine de mon père, les faisant tomber de la cheminée pour les jeter dans une poubelle en plastique sans même les emballer. Le bruit de la céramique brisée résonna dans la maison silencieuse. Il éclata de rire en disant à Jenna que cette propriété de choix à Austin pourrait facilement se vendre 800 000 $ sur le marché actuel s'il vidait complètement l'intérieur. Ils se félicitèrent à l'idée de se partager l'argent, tandis que je restais sidéré par leur mépris total pour les parents qui nous avaient élevés. Jenna se plaignit que la maison sentait le renfermer et insista pour que chaque meuble disparaisse avant la visite de l'agent immobilier de luxe la semaine suivante. Jason prit la vieille horloge de grand-père de mon père et fit glisser les aiguilles sur le bois, non pas avec admiration, mais avec l'avidité d'un prêteur sur gage évaluant les biens d'un client désespéré. « Tu sais, chérie, si on récupère les fils de cuivre et qu'on vend ces antiquités à un collectionneur privé, on pourrait se faire 50 000 $ de plus avant de mettre la maison en vente, » dit Jason avec un sourire en coin en repoussant d'un coup de pied une boîte d'albums photos de famille. « Vas-y, Jason, parce que je veux être chez Mercedes à 14 heures pour verser un acompte sur ce cabriolet, » répondit Jenna, sans même se rendre compte du désordre qu'elle provoquait. Ma paralysie se dissipa enfin lorsque je vis Jenna prendre le manteau de laine préféré de ma mère sur l'étagère du couloir et le fourrer dans un sac poubelle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le manteau portait encore la légère odeur de son parfum à la lavande, le seul réconfort physique qui me restait dans ce cauchemar de chagrin et de trahison. Je me suis jeté sur elle pour lui arracher le tissu des mains, hurlant qu'elle n'avait pas le droit de jeter des vêtements personnels qui ne représentaient rien pour elle, mais tout pour moi. Jason s'est immédiatement interposé et m'a repoussé avec une telle force que j'ai trébuché sur un tapis et me suis écrasé sur le parquet. Il me dominait de toute sa hauteur, le regard menaçant, tandis que Jenna continuait de fourrer le manteau dans le sac, sans s'excuser de mes larmes. « Écoute-moi, Bethany. Tu es en infériorité numérique et tu es en retard, alors arrête de compliquer les choses avant que je te fasse souffrir en te forçant à rester ici. » a menacé Jason d'une voix basse en s'essuyant les mains comme si elle s'était salie en me touchant. Jenna a levé les yeux au ciel en voyant mes larmes avant d'expliquer qu'elles allaient déjeuner dans un restaurant de viande chère du coin. Pendant que je finirais de ramasser les petits objets. La lourde porte d'entrée claqua derrière eux, me laissant seul dans cette maison qui ressemblait désormais davantage à une scène de crime qu'à la chaleureuse demeure de mon enfance. Je me relevai du sol pour essuyer mes larmes, sachant que le temps me manquait avant leur retour pour achever leur œuvre. Je décidai de me réfugier dans la chambre pour sauver ce que je pouvais du placard que Jenna avait refusé d'ouvrir, prétextant une odeur de renfermé trop forte pour son nez sensible. Cette pièce était le seul refuge épargné par leur ravage.
Je commençai donc à plier soigneusement les robes de ma mère pour préserver leur dignité face à la tempête qui s'annonçait. Je tendis la main vers le fond de l'étagère du haut où ma mère cachait ses cadeaux de Noël, mes doigts effleurant la surface rugueuse du carton. C'était une vieille boîte à chaussures poussiéreuse, reléguée au fond, sous une pile de couvertures d'hiver épaisses, pour la dissimuler aux regards indiscrets. Je la tirai, m'attendant à y trouver de vieux reçus ou des documents fiscaux, mais je découvris à la place un simple bloc-notes plié. J'ai déplié le mot, découvrant l'écriture tremblante de mon père, que je reconnaîtrais entre mille. Le message était bref, mais il m'a donné un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Il disait simplement que ma chère fille vérifierait la valise bleue de ma mère au grenier si je lisais ce message, et que je ne devais rien dire à Jenna. Cet après-midi-là, pendant que Jenna déjeunait encore, j'ai profité du silence pour transporter la lourde échelle en aluminium du garage jusqu'à la trappe d'accès du couloir. L'air dans cet espace exigu au-dessus du plafond était lourd de poussière et de chaleur étouffante, rendant la respiration difficile tandis que je rampais sur les poutres en bois vers le fond. J'ai écarté des cartons remplis de vieilles décorations de Noël jusqu'à apercevoir la fameuse valise bleue, cachée derrière une pile de couvertures moisies, exactement comme le décrivait le mot secret. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable lorsque j'ouvris les fermoirs métalliques rouillés. La valise ne contenait ni vêtements ni objets de famille, mais était remplie à ras-bord de chemises en papier craft et d'un journal relié cuir. Assise en tailleur sur le plancher poussiéreux, j'ouvris le journal où mon père avait méticuleusement consigné chaque transaction financière avec ma sœur au cours des 24 derniers mois. Les pages racontaient une histoire de manipulation effroyable. Jenna les avait convaincus de liquider leurs économies de retraite pour un investissement garanti qui n'avait jamais existé. Les chiffres étaient stupéfiants. Le registre montrait des retraits de 200 000 $ exactement, transférés directement sur des comptes offshore liés à des sites de jeux en ligne et à des complexes hôteliers de luxe. Un haut le cœur me submergea à la pensée qu'elle avait dilapidé toutes leurs économies pour financer les voitures de luxe et les vêtements de marque qu'elle exhibait devant sa famille. J'ai pleuré en silence en relisant un message de l'année dernière où maman expliquait qu'il ne pouvait pas me révéler cette vérité car je traversais une grossesse difficile et à risque. Ils avaient choisi de souffrir en silence pour préserver mon bonheur, tandis qu'ils se vidaient lentement de leur sang à cause de la fille qu'ils avaient tant essayé d'aider. J'ai continué à feuilleter les dossiers et j'ai trouvé des relevés bancaires montrant des demandes de cartes de crédit non autorisées, ouvertes au nom de mon père et utilisées à leur maximum quelques semaines seulement après leur approbation. Les signatures sur les bordereaux de retrait semblaient tremblantes et forcées, comme si papa les avait signées sous une contrainte extrême ou à bout de force. Il est devenu évident que Jason et Jenna traitaient mes parents comme un distributeur automatique de billets personnels, tout en prétendant leur rendre visite le week-end pour les aider dans les tâches ménagères. J'ai compris, le cœur lourd, que leur prétendue aide n'était qu'un prétexte pour fouiller la maison à la recherche d'objets de valeur ou pour intimider mes parents afin qu'ils signent d'autres chèques. La culpabilité était accablante, car j'avais remercié Jenna d'être venue et de s'être occupée d'eux pendant que j'étais occupé avec mon nouveau-né. J'ai tourné la dernière page du journal et j'ai trouvé un petit enregistreur vocal numérique noir, scotché au dos avec un post-it qui me demandait simplement d'écouter les fichiers. D'un doigt tremblant, j'ai appuyé sur lecture et le silence du grenier a été soudainement rompu par les hurlements agressifs de ma sœur, tirés d'un enregistrement datant de 3 mois. Signe ce fichu chèque. Tu comptes emporter l'argent dans la tombe? J'ai besoin de 50 000 $ tout de suite. Jenna, c'est notre argent pour la retraite. Tu en as déjà trop pris. Mon Dieu. Depuis 2 ans, mes parents vivaient un véritable enfer, et je n'en avais aucune idée. L'enregistrement a continué avec le bruit de verre brisé et mon père suppliant Jason d'arrêter de crier sur maman, car son problème cardiaque s'aggravait. J'ai porté la main à ma bouche pour étouffer un cri de rage en écoutant ma sœur menacer de leur couper l'accès à leurs petits-enfants s'ils n'obéissaient pas. La sœur douce et brillante que toute la famille admirait était en réalité un monstre qui avait ruiné nos parents mourants. J'ai soigneusement remis l'enregistreur dans la valise avec les documents, sachant que cette preuve était essentielle pour sauver ce qui restait de l'héritage familial. J'ai essuyé mes larmes et descendu les marches avec une détermination froide qui avait remplacé la tristesse qui m'accablait depuis les funérailles. 2 jours plus tard, une décapotable rouge flamboyante a fait irruption dans l'allée, brisant le silence du quartier et signalant le retour de mes bourreaux. Jenna est sortie de la voiture, lunettes de soleil surdimensionnées sur le nez, accompagnée d'un agent immobilier élégant portant une mallette en cuir. Jason les suivait de près, un sourire carnassier aux lèvres, tandis qu'ils montaient les escaliers comme s'ils étaient déjà chez eux. Je suis resté dans la cuisine, ma tasse de café serrée contre moi, lorsqu'ils ont étalé une liasse de documents juridiques sur le comptoir en granit sans même me demander si j'étais prête à parler. L'agent a à peine daigné me remarquer avant de commencer à m'expliquer qu'il avait obtenu une offre exclusive en espèces d'un investisseur anonyme exigeant une vente immédiate.
J'ai pris le contrat pour lire les petites lignes et j'ai réalisé que le prix demandé était bien inférieur à la valeur marchande que j'avais trouvée en ligne. Le document contenait également une clause inquiétante stipulant que le produit de la vente serait transféré sur un compte unique contrôlé par Jenna, à des fins de distribution. J'ai ressenti une montée d'adrénaline en sachant qu'une fois l'argent sur son compte, il disparaîtrait, probablement vers des sites de jeux d'argent étrangers, comme le fonds de retraite de mes parents. Jenna tapotait impatiemment son ongle manucuré sur le comptoir en granit pour détourner mon attention des détails suspects. Signe ça maintenant. Partageons-le à 50-50e. Tu vas changer de vie. Ne sois pas stupide et ne garde pas cette maison pourrie. J'ai levé les yeux et je l'ai vu me fixer avec une intensité qui dissimulait à peine son désir désespéré d'obtenir l'argent. Jason s'est déplacé de l'embrasure de la porte pour se placer juste derrière elle, utilisant sa stature imposante pour ajouter une dimension menaçante à ses exigences. Il s'est penché en avant jusqu'à ce que je puisse sentir une odeur de cigarette froide dans son haleine et a claqué sa main sur le contrat. Signe-le, Bethany. Le marché est sur le point de s'effondrer. Ne nous faites pas perdre d'argent à cause de votre lenteur. Mon premier réflexe a été de leur crier dessus à propos des 200 000 $ volés et de l'enregistrement audio que j'avais trouvé au grenier. La colère qui bouillonnait en moi exigeait que je les mette à la porte et que j'appelle immédiatement la police pour signaler leur fraude. L'image de l'écriture tremblante de mon père sur le mot secret m'a traversé l'esprit, me rappelant que le silence était ma seule arme pour l'instant. Si je les confrontais avant d'être protégé par la loi, ils pourraient détruire les preuves ou me faire du mal physiquement pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je me suis forcé à prendre une grande inspiration tremblante et j'ai baissé les yeux pour jouer le rôle de la grande sœur dépassée. J'ai besoin de 2 jours de plus pour réfléchir et faire mes valises. Je ne suis pas prête. Jenna a soupiré bruyamment de frustration et a échangé un regard irrité avec Jason tandis que l'agent immobilier regardait sa montre. Elle voyait clairement mon hésitation comme un signe de faiblesse plutôt que comme une tactique dilatoire calculée pour assurer mon avenir. Elle a finalement accepté de me laisser entrer pour la visite libre dimanche, mais m'a prévenu que l'offre expirerait si je ne signais pas à ce moment-là. Ils ont laissé des documents sur le comptoir pour leur rappeler leurs menaces et sont sortis sur la terrasse pour fêter leur victoire apparente avec une bouteille de vin. J'ai passé le reste de la soirée à faire semblant de faire des cartons dans le salon, tout en les écoutant planifier leurs futures vacances avec l'argent qu'ils comptaient voler. J'ai attendu que la maison soit complètement silencieuse et que les lumières de la chambre d'amis soient éteintes depuis plus d'1 heure. J'ai récupéré avec précaution la valise bleue cachée au fond de mon placard et vérifié que le journal intime et l'enregistreur vocal étaient bien en sécurité. Je me suis éclipsé par la porte-fenêtre coulissante du fond pour éviter le grincement du parquet dans le couloir et me suis rapidement déplacé dans l'ombre du jardin. Ma voiture était garée plus loin dans la rue pour ne pas les alerter, et j'ai conduit d'un pas décidé vers le centre-ville. Le cabinet de M. Harrison était ma destination, car le nom de l'avocat de la famille était le seul espoir mentionné dans le journal intime de mon père. Le lendemain matin, j'étais assise nerveusement dans un fauteuil en cuir à haut dossier, en face de l'avocat de longue date de ma famille, M. Harrison, qui m'avait salué d'un hochement de tête solennel plutôt que de sa poignée de main habituelle et chaleureuse. Une odeur de vieux livres et de bois ciré nous enveloppait tandis que je déposais sur son bureau la lourde valise bleue contenant le registre volé et l'enregistreur vocal numérique. Je lui expliquai toute l'histoire, la demande de Jenna de vendre la maison et les menaces que Jason avait proférées sur ma santé mentale si je refusais de signer le contrat. M. Harrison écouta mon récit sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail que je révélais sur la cruauté de ma sœur. Il ouvrit le dossier que j'avais apporté pour parcourir rapidement le registre manuscrit avant de sortir un épais dossier du tiroir de son propre bureau et de le poser entre nous. Il ajusta ses lunettes et me regarda avec une profonde tristesse qui me fit comprendre qu'il portait un lourd fardeau de connaissances depuis longtemps. « Bethany, tes parents sont venus ici 1 mois avant leur décès. Ils savaient exactement ce que Jenna préparait. J'ai senti mon souffle me manquer, car j'avais cru que mes parents ignoraient l'ampleur de sa trahison jusqu'au bout. Monsieur Harrison a ouvert le dossier et a révélé des documents qui avaient été découverts et déposés quelques semaines seulement avant les funérailles. Il m'a expliqué que mon père était venu le voir en larmes après avoir découvert les retraits non autorisés de leur compte de retraite. Ils avaient compris qu'un simple testament ne suffirait pas à arrêter Jenna, car elle le contesterait en justice et dilapiderait la succession en frais d'avocat. Il leur fallait une solution pour protéger intégralement la propriété de ses créanciers et de ses manœuvres. J'ai examiné le jargon juridique complexe et j'ai eu du mal à comprendre ses implications pour ma situation actuelle concernant le contrat immobilier. Alors, cette maison, à qui appartient-elle vraiment? Monsieur Harrison a pointé du doigt un paragraphe précis sur la page suivante qui établissait la création d'une entité juridique irrévocable, désormais propriétaire du bien. Il appartient à la fiducie entre vifs, et vous en êtes l'unique bénéficiaire.
Jenna n'a aucun droit de vendre la moindre brique. Le poids de ses paroles m'envahit, me procurant un soulagement si intense que j'en eus le vertige. Il expliqua ensuite que, la maison étant placée dans une fiducie et non dans la succession, elle était totalement exemptée de la procédure d'homologation. Cela signifiait que Jenna n'avait aucun droit légal de mettre la maison en vente ni de forcer une vente, quel que soit le contrat signé avec cet agent immobilier. De plus, M. Harrison produisit un autre document détaillant les 200 000 $ que Jenna avait déjà perçus en vertu du Nouveau Testament. Cette somme était considérée comme une avance sur héritage, ce qui signifiait qu'elle avait déjà reçu bien plus que sa part légitime. Je lui demandai si nous devions appeler immédiatement la police pour les faire expulser de la propriété avant qu'ils ne causent d'autres dégâts. M. Harrison secoua lentement la tête et me conseilla de ne pas les confronter directement maintenant, car cela pourrait leur donner l'occasion de saccager l'intérieur de la maison par malveillance. Il suggéra une autre stratégie qui la démasquerait publiquement et l'empêcherait de se faire passer pour la victime. Il me dit de rentrer chez moi et de faire comme si je réfléchissais encore à signer les papiers dimanche. Qu'elle organise cette journée portes ouvertes qui l'enthousiasme tant, dit M. Harrison, un éclair d'acier dans le regard que je ne lui avais jamais vu. Qu'elle invite les acheteurs et les voisins. S'il lui arrive de leur soutirer de l'argent, nous interviendrons et révélerons la vérité devant témoins. Je quittai son bureau, serrant contre ma poitrine la copie des documents de fiducie comme un bouclier. La peur qui m'avait paralysé toute la semaine avait fait place à une colère froide et justifiée. Je rentrai à la maison, consciente que chaque insulte de Jason et chaque exigence de Jenna ne faisait que les enfoncer davantage. Ils pensaient organiser une fête de victoire dimanche, mais en réalité, ils préparaient leur propre chute. Ce week-end-là, Jenna avait transformé la maison du matin en une scène pour accueillir les acheteurs potentiels et les voisins curieux qui voulaient visiter. Elle avait engagé une entreprise de décoration d'intérieur pour remplacer les confortables fauteuils fleuris de ma mère par des meubles beige modernes qui ressemblaient davantage à un hall d'hôtel impersonnel qu'à une maison familiale. L'air était saturé d'une odeur de biscuits tout juste sortis du four, une ruse immobilière habile qu'elle employait pour créer une fausse impression de confort et de convivialité. Je l'observais du haut, cachée dans l'ombre, tandis qu'elle trônait dans le salon, vêtue d'une robe noire sobre mais d'un goût raffiné. Elle essuyait des larmes invisibles chaque fois qu'un acheteur potentiel s'enquérait de l'histoire de la propriété ou du récent décès de nos parents. Le cœur lourd, je la regardais conduire un jeune couple vers la cheminée pour leur montrer les photos de famille qu'elle avait savamment disposées pour prouver son dévouement. Elle soupira théâtralement et posa une main parfaitement manucurée sur son cœur en contemplant une photo de notre père prise lors de sa fête de départ à la retraite. Je suis anéanti, mais je dois vendre la maison à cause de trop de souvenirs douloureux. Mes parents l'auraient sans doute voulu aussi. La jeune femme toucha le bras de Jenna en signe de compassion, totalement convaincue par la mise en scène de sa fille en deuil, contrainte à des choix difficiles. Jason rôdait près de la table à manger où les contrats préliminaires étaient étalés comme un buffet d'avidité, offert à quiconque était prêt à signer. Il frémissait d'impatience, pressant le jeune mari de renoncer à l'inspection habituelle de la maison en échange d'un prix nettement inférieur. Il servait du vin aux invités avec un sourire charmant qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux froids, tandis qu'il consultait sans cesse son téléphone à la recherche de messages de ses créanciers. L'atmosphère de la pièce n'était qu'un mensonge soigneusement construit, dissimulant les années de maltraitance et de manipulation financière que mes parents avaient subies en silence. J'attendis que le jeune couple s'approche de la table, stylo en main, prêt à signer le premier accord qui donnerait le contrôle à Jenna. Je fis signe à M. Harrison, qui attendait tranquillement dans le bureau, et nous sortîmes ensemble sur le palier pour annuler la transaction. Je descendis les escaliers, les documents de fiducie serrés dans ma main, criant par-dessus le murmure des conversations polies pour briser l'illusion. « Arrête ça tout de suite, Jenna. Tu n'as pas le droit de vendre cette maison. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers moi, debout sur les marches, l'avocat de la famille à mes côtés. Le visage de Jenna passa instantanément d'une tristesse feinte à une colère authentique lorsqu'elle comprit que son salaire était menacé au dernier moment. Elle descendit les escaliers à grands pas, me fusillant du regard avec cette expression venimeuse qu'elle réservait d'ordinaire à nos moments d'intimité. Elle tenta de me congédier devant les invités en prétendant que je faisais une crise de nerfs à cause du chagrin et que je devais retourner immédiatement dans ma chambre. Je ne gaspillais pas mon énergie à réfuter ces mensonges, car je savais que rien de ce que je pourrais dire n'aurait autant d'impact que sa propre voix. Je sortis mon téléphone, connecté en Bluetooth au système audio O2. Gamme que Jason avait installé pour diffuser une douce musique jazz. J'appuyai sur lecture du fichier audio que j'avais restauré depuis ma tablette, et la musique douce fut aussitôt remplacée par les cris de ma sœur. Le volume était si fort qu'il faisait trembler les fenêtres, et tous les occupants de la pièce se figèrent, pétrifiés par ce cri d'insulte. « Espèce de vieille sorcière, donne-moi l'argent tout de suite. »
L'enregistrement continua, révélant le bruit d'objets jetés et les sanglots de ma mère qui suppliait Jenna d'arrêter de lui crier dessus. Le jeune couple laissa tomber son stylo sur la table comme s'il était brûlant et recula de plusieurs pas, horrifié. Les voisins, qui nous connaissaient depuis l'enfance, regardèrent Jenna avec un dégoût et une incrédulité absolue. Le masque de la belle-fille était tombé, révélant le monstre qui se cachait dessous, et elle n'avait plus aucun moyen de se dissimuler. Dès que l'enregistrement s'arrêta, M. Harrison s'avança, un épais dossier en papier craft à la main, et se heurta au silence stupéfait qui régnait dans la pièce. L'écho de la voix cruelle de Jenna résonnait encore, tandis que les voisins et les acheteurs potentiels la dévisageaient avec une horreur absolue. Elle resta figée au bas des escaliers, le visage pâle et les mains tremblantes, tandis que la réalité de sa révélation commençait à s'imposer à elle. M. Harrison ne lui laissa pas le temps de reprendre ses esprits avant d'ouvrir le dossier juridique et d'en sortir la liste détaillée des dettes que nous avions préparées vendredi. Il se dirigea calmement vers la table de la salle à manger où attendaient les contrats d'achat frauduleux et déposa le lourd dossier dessus. Il ajusta ses lunettes et parla d'une voix qui portait toute la gravité de la loi, afin que chacun dans la pièce entende le verdict. Selon le testament, Jenna reçoit ce dossier. Il s'agit des dettes que vous avez réclamées à vos parents, pour un total de 200 000 $. Un murmure d'effroi parcourut l'assistance lorsque M. Harrison expliqua que ce montant était légalement considéré comme une avance sur son héritage, ce qui signifiait qu'elle avait déjà reçu sa part. Il précisa que, puisque la valeur restante de la succession n'excédait pas la dette qu'elle avait déjà contractée, elle n'avait droit à rien de plus. Jenna fixa les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère, avant que son choc ne se mût en une rage aveugle et destructrice. Elle s'est jetée sur moi, les mains crispées en griffes, incapable d'accepter que ses plans minutieusement élaborés soient réduits à néant. C'est impossible. Maman et papa ne me feraient jamais ça. Bethany, tu les as manipulés. Hurlait-elle, tentant de me rejoindre dans l'escalier. Soudain, Jason la saisit par les bras et la retenue. Non pas pour me protéger, mais parce qu'il avait aperçu le vigile et voulait éviter d'être arrêté pour agression. Son visage, d'abord empli d'une anticipation avide, s'était instantanément mué en une froideur instinctive dès qu'il avait entendu parler de la dette. Il avait compris que la vente de la maison ne rapporterait rien et que sa petite amie, loin d'être une source de revenus, était devenue un fardeau financier. Jenna s'est tournée vers lui, implorant son aide pour lutter contre cette injustice, mais il l'a repoussée avec un profond dégoût. « Tu n'as pas l'argent. Yemetai. Ne m'entraîne pas dans ce pétrin. » Jason sortit en trombe sans se retourner, laissant Jenna seule face aux conséquences de sa propre cupidité. Les invités commencèrent à quitter la maison précipitamment, cherchant à s'éloigner du drame familial qui se déroulait sous leurs yeux. Le jeune couple qui avait failli signer le contrat me lança un regard d'excuse avant de filer vers sa voiture. Les voisins qui nous connaissaient depuis l'enfance secouèrent la tête en passant devant Jenna, murmurant que l'argent avait corrompu son âme. En quelques minutes, la maison était vide, à l'exception de moi, de M. Harrison, des agents de sécurité et de Jenna, en larmes, effondrée sur le sol. Elle ne pleurait pas par regret ni par nostalgie de nos parents, mais parce qu'elle était terrifiée par les conséquences auxquelles elle s'exposait désormais. Elle leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux, et tenta une dernière fois de se faire passer pour la victime en prétendant être désespérée. Je descendis lentement les escaliers et ramassai le rouleau de sac poubelle noir qu'elle m'avait jeté dès le premier jour. J'ai jeté le rouleau de plastique à ses pieds et lui ai dit qu'elle avait exactement 20 minutes pour emballer ses affaires et quitter ma propriété. Je l'ai avertie que si elle ne partait pas, je ferais expulser les agents de sécurité pour intrusion et porterais plainte pour fraude. Elle a alors compris que la sœur qu'elle avait harcelée et sous-estimée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui ne tolérerait plus ses mauvais traitements. Jenna s'est précipitée vers moi et a commencé à ranger ses affaires dans des sacs, pleurant à chaudes larmes, comme si les murs de la maison qu'elle essayait de vendre l'empêchaient d'y entrer à jamais. 2 mois plus tard, nos chemins, celui de Jenna et le mien, avaient divergé dans des directions complètement opposées, reflétant parfaitement les choix que nous avions faits durant cette semaine tumultueuse. Le magnifique printemps était enfin arrivé à Austin, emplissant le jardin de fleurs bleues et dissipant la grisaille persistante des funérailles. Assise sur la véranda fraîchement repeinte, une tasse de thé à la main, je contemplais le lever du soleil sur le quartier que mes parents avaient tant aimé. La maison n'était plus un lieu de deuil ni un champ de bataille pour l'héritage, mais un havre de paix et de doux souvenirs. J'avais utilisé une petite partie des fonds protégés par la fiducie entre vifs pour enlever le mobilier impersonnel que Jenna avait loué et retrouver l'atmosphère chaleureuse que maman avait toujours cultivée. Jenna, quant à elle, vivait un véritable cauchemar, fruit de son avidité et de son manque d'empathie envers sa famille. Jason avait mis sa menace à exécution dès qu'il avait compris qu'elle était hors de portée, allant même jusqu'à obtenir une ordonnance restrictive pour l'éloigner.
Elle devait désormais faire face à de multiples poursuites judiciaires agressives de la part des prêteurs et des banques abusifs qu'elle avait escroqués pour financer son addiction au jeu ces 2 dernières années. L'appartement luxueux dont elle se vantait tant sur les réseaux sociaux n'était plus qu'un souvenir, et elle avait été contrainte de s'installer dans un appartement miteux en location, dans un quartier malfamé. J'ai eu l'occasion d'avoir une cuisine chez Jenna qui a travaillé en double pour être sur un disque dans un restaurant après avoir choisi la ville pour l'aider à trouver un hôtel. Je vous remercie de me contacter via votre numéro de téléphone pour vous joindre à moi pour votre avocat bêta, mais j'ai un peu de temps pour vous aider. J'ai déjà dit si vous étiez à l'intérieur de votre groupe, mais vous étiez en mesure de vous attirer et de bloquer le numéro de votre entreprise. J'ai déjà eu un aperçu de ce qui s'est passé dans mon esprit, même si je me suis retrouvé dans une manipulation difficile, mais je n'ai pas eu beaucoup de choses à faire en matière de manipulation. Le système est déjà en place pour les gens qui ont une longueur d'avance pour la berline de longue durée, et j'ai un homme dans son propre champ pour Migsialv Bara pour qu'il soit à sa place. J'ai été le meilleur pour que ma femme s'approche de son crâne pour le garder. Je vais vous aider à obtenir la bourse d'études Evelyn et Robert Memorial pour les étudiants en études secondaires de l'université locale. De pengar som gärna hade velat använda sportbilar och semestrar skulle tåna nu hjälpa unga människor att bygga en framtid präglad av kännande och medkänsla. Bien que j'ai fait le point sur l'allocation et l'allocation, j'ai déjà commencé à le faire avec mon aide jusqu'à ce qu'il soit plus long et plus complet avant de vérifier. Huset var säkrat, skulderna avslöjade och sanningen hade äntligen befriat mig från bördan av att bara familjehemligheter. Cette femme intelligente a pensé à moi pour être dans le champ d'une salope jusqu'à ce qu'elle se dirige vers quelqu'un de facklan. Gärna SS och kuppet och lika kunde köpas av snabba pengar materiella ägodelar. Men hon slutade med att förlora det enda som verkligen betyder något i livet. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans les magasins sur ce compte bancaire ou à proximité de ces derniers, mais vos personnages sont intégrés et le portefeuille du Visa les aide à creuser. Barnsley respecte et s'efforce d'être en mesure de se lever après nous, après avoir vécu une tempête qui pourrait éclater. Tack est un Mickey pour ne pas avoir à se soucier de moi ou de mon père avec mon génome Denasvara Reza Avesvekoshrat Visa. Jag uppskattar verkligen varenda en av er som har stöttat mig. Et j'espère qu'ils seront en mesure de se lever pour que certains d'entre eux soient en vie. Si vous n'êtes pas un vendeur de tickets de ski et que les membres de votre famille sont en train de vous contacter, vous serez en mesure de donner des commentaires et des numéros sur les canaux pour obtenir une base de données claire.